Bonjour à toutes et à tous. Lundi 19 septembre 2022, bienvenue à ce webinaire offert par le coaching du coureur. Olivier Roy-Baillargeon, votre animateur habituel aujourd'hui pour discuter avec mes collègues de la saison des marathons qui est à nos portes. Dans le coin gauche, préparant son marathon de Montréal incessamment, Maxime Leboeuf. Salut Max, merci d'être là. Salut, merci. Je suis bien content d'être ici avec tout le monde. Comment ça se passe de ton côté? Oui, ça va bien, ça va bien. J'ai un petit peu hâte à dimanche, là, mais j'ai un massage de prévu, ça devrait être correct, là, un peu de repos. Super, un gars bien humble qui ne parlera jamais des chronos qu'il s'apprête à faire, mais qu'on espère tout le monde vraiment faire. Dans le coin droit, Guillaume Ouellette, que vous connaissez aussi, car il est l'animateur de la plupart de nos clubs d'entraînement en course sur route. Salut Guillaume. Hey, salut Olivier, salut Max. Merci d'être là. Ben, Toi, prépares-tu un marathon ou un demi bientôt ou tu restes sur des distances fétiches? Peut-être une course sur route en novembre. Je reviens de ma période de mon off-season, là, qu'on dit. Donc, c'est au mois d'août, donc c'est un peu plus long avant de rebâtir un niveau de forme intéressant. Fait que justement, je manque un peu la période des marathons d'octobre. Fait que ça va être un peu serré pour octobre, mais peut-être justement un 15 km sur route en début novembre, là, si ça va bien, là, mais c'est un peu ça. Mais mon entraînement est vraiment orienté sur une planif qui ressemble à ce que les gens font présentement. Super, génial. De toute manière, il n'existe pas 56 000 façons de s'entraîner pour des courses sur route. C'est une des choses qu'on va mentionner. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par vous donner un peu nos conseils généraux sur quoi faire dans les semaines où, comme c'est le cas de Maxime, il y a des gens qui vont faire le marathon bénévole de Montréal ce dimanche dans les jours qui restent d'ici à l'épreuve. Quels sont donc les types de séances qu'on va vous suggérer de faire pour vous assurer d'être ni désentraîné, ni encore fatigué, de vous être très fortement et intensivement entraîné dans les semaines qui précèdent? Comment faire vos préparatifs des dernières heures? Aller chercher votre dossard, vous assurer de faire votre surcharge en glycogène, comment dormir la veille, quel échauffement faire le matin même. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un marathon, qu'est-ce que ça exige de particulier pour votre corps, pour votre gestion mentale dans les dernières étapes de l'épreuve, comment gérer votre effort en fonction de la météo, en fonction du parcours. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée d'un marathon? Comment est-ce qu'on récupère dans les heures qui suivent et comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une récupération complète dans les jours et les semaines qui suivent pour être prêt par la suite à attaquer une phase de transition vers vos prochains objectifs. Alors, moi, la première chose que je veux faire avec les gars, c'est, on s'apprête à envoyer les gens vers le marathon bénévole de Montréal ce dimanche, avec une épreuve aussi de demi le dimanche. La semaine suivante, les gens vont faire le Petit Train du Nord le dimanche 2 où, si je ne me trompe pas, le demi, il est encore la veille, comme c'était l'année dernière. Peut-être qu'ils ont même refusionné là, comme c'était auparavant. Donc, il y a un demi et un marathon seulement pour ces épreuves-là. Et marathon bénévole de Québec, le même jour, dimanche 2 octobre. Donc, dans tous les cas, tout ce beau monde est aujourd'hui soit à la semaine 1, soit à la semaine 2 de son affûtage. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous entrez dans une semaine d'affûtage pour une course? Je vais laisser Max commencer, comme justement, il est présentement vraiment dans cette phase-là, donc il va peut-être plus parler de ce qu'il fait dans la dernière semaine. Oui, ben, tu sais, pour ceux qui préparent Montréal, là, en fait, laissez-moi commencer peut-être pour ceux qui ont 2 semaines. C'est pour ceux qui ont 2 semaines, la plupart du monde ont déjà fait devraient avoir fait une de leurs dernières bonnes sorties clés la fin de semaine passée, là, qui devait être probablement pas la plus grosse, là, mais quand même avec un niveau de difficulté relativement modérément élevé, je dirais, là. Donc là, tu sais, à 2 semaines, là, il faut, tu sais, oui, il y a plein d'entraînements qu'on vous a prévu, etc., mais il faut vraiment ça devient un peu centré sur vous, comment vous vous sentez.
puis va gérer votre récupération en fonction. Tu sais, il y a des fois que, tu sais, si vous vous sentez hyper bien, là, puis tu vas sur des roulettes, des fois, ben, n'hésitez pas à suivre le programme comme il était prévu, puis, tu sais, à faire les entraînements, tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous reposer de façon excessive, là, tu sais, donc de couper plus que votre phase d'affûtage qui était prévu. Donc, tu sais, suivez le plan de match si tout va bien, tu sais, puis il faut aussi se regarder et dire, est-ce que je me sens très fatigué actuellement? Donc, est-ce que j'ai le goût de courser? Donc là, on doit commencer à se poser la question, est-ce qu'on doit un petit peu couper un peu plus ou tu sais, raccourcir les sorties? Est-ce qu'on doit revisiter le soleil? Tu sais, je vous donne le sommeil, pardon. Tu sais, je vous donne l'exemple un peu tangible de, tu sais, moi, la semaine passée, je me sentais vraiment fatigué, là. C'était pas lié à l'entraînement, c'était lié à mes obligations familiales. Donc, j'ai coupé à peu près tous les entraînements que j'ai faits en gardant, tu sais, la même philosophie, mais en essayant de réduire la charge parce que, tu sais, j'entrais dans une phase, si je continuais selon le plan de match, il y a des bonnes chances que j'allais arriver avec de la fatigue excessive. Donc, tu sais, il y a le plan de match, mais il y a comment vous vous sentez. Donc, tu sais, ça, c'est un petit peu à vous à gérer ça. Tu sais, on peut certainement vous aider, mais vous êtes souvent les mieux placés à savoir est-ce que je coupe de 20 ou 30 il n'y a pas de mal à faire ça, là. Donc, 2 semaines avant, tu sais, c'est beaucoup ça, là. Vous avez un plan de match, c'est le suivre. Commencer à penser à la course tranquillement, là, peut-être, mais pas à l'excès, là, tu sais. Donc, ce qui m'amène à la semaine d'avant, là, tu sais, donc où je me trouve parce que je fais Montréal. Tu sais, à ce point-ci, là, on entre un peu en préparation mentale, tu sais, on s'apprête à faire un effort. Commencez à penser au positif. Donc, tu sais, les sensations que vous aimeriez avoir, tu sais, je pense un peu à chaque jour, là, tu sais, OK, bon, mais Olivier avait fait une belle capsule sur le sourire, mais tu sais, ça se passe durant la course, mais ça se passe aussi avant. Lorsqu'on a une pensée un peu anxiogène ou une inquiétude, du moins, on se tourne vers le positif, la sensation qu'on aimerait avoir sur le départ ou à mi-chemin du parcours, puis peut-être même à la fin. Là. Commencez à penser, ben là, vous êtes à la bonne place, ceux qui sont présents au webinaire, là, mais commencez à penser au parcours. Des fois, moi, c'est personnel, mais je pense pas trop à ça avant, mais là, on y pense clairement plus, de savoir bon, c'est quoi les sections clés que je vais faire face, commencer à avoir son plan de match de nutrition, commencer donc à aller acheter les choses qu'on a besoin pour, que ce soit des gels ou même l'hydratation, comment on va faire ça. Y penser avant, pas le vendredi ou le samedi, pour aller acheter ses gels à l'expo. Donc, c'est jamais un bon moment de faire ça. Là. Donc, aller chercher votre dossard, puis c'est à peu près tout. Là. Donc, c'est peut-être ça la dernière phase. Puis évidemment, ben là, on peut parler de nutrition tantôt, là, mais au niveau de l'entraînement, là, je vous dirais, à ce point-ci, en général, le gain est faible, puis le dommage peut être grand. Là, donc, c'est toujours d'y aller. On veut juste s'amener prêt, là. Donc, à la marge. Là. Donc, c'est la charge très légère, faire des sorties courtes. Si on est fatigué, on retourne à la maison tout simplement ou on va sur le vélo. Donc, n'hésitez pas à. Le but, c'est de se sentir le mieux possible dimanche. Là. Donc, c'est de la récupération. Puis dans la semaine, c'est encore là, il y a plein de philosophies, là, mais dans mon cas, moi, j'aime ça juste faire une durée, ça peut être 1 minute et demie, 2, 3 minutes, peu importe, à un rythme, exactement le rythme que je vais vivre dans la course. Donc, du pace marathon, mais sur des distances hyper courtes. Juste pour aller retrouver un peu mes points de repère, bon, mais c'est comme ça que je me sens à mon rythme marathon, puis c'est plaisant, ça semble très facile. Donc, encore là, on bâtit un petit peu de positif. Là. Donc, c'était un peu une longue réponse, ça, Ali, là, mais un petit peu, je vous ai parlé, chacun a ses méthodes, mais c'est un petit peu ce que moi je fais, là, essentiellement. C'est pas une recette magique, là, mais donc, ça fonctionne. Là. Toi, Guillaume, est-ce que tu as aussi des espèces de séances clés vers lesquelles tu te tournes toujours dans les 2 dernières semaines pour à la fois choquer un peu le système sans le taxer, sans accumuler trop de fatigue, revérifier, trouver tes repères, te ramener une sorte de confiance dans tes moyens? Y a-tu des séances vers lesquelles systématiquement tu te tournes comme ça? Oui, mais souvent, c'est des séances qui se ressemblent beaucoup. Quand on parle d'un affûtage ou d'un taper là, en anglais, peu importe la distance, le concept reste un peu le même là, autour des 2 dernières semaines ou de la dernière semaine. Mais oui, j'ai pas mal tout le temps des séances qui se ressemblent beaucoup, les choses qui me rendent en confiance, que je suis à l'aise de faire. Je pense que comme Max en a parlé, il y a très peu de gains à aller chercher dans les 2 dernières semaines, voire pratiquement aucun au niveau physiologique. Donc, c'est vraiment
C'est vraiment juste de faire des séances comme pour se maintenir, puis de pas trop en faire. C'est surtout ça qui est l'enjeu. D'arriver puis de se vider, de se brûler, d'arriver fatigué sur la ligne de départ, c'est probablement le plus gros risque. Donc, à ce moment-ci, il faut vraiment faire confiance à toute la planification, tout le travail qu'on a fait. Si jamais, pour différentes raisons, on n'a pas été capable de faire la planification qu'on voulait faire, ben c'est pas le temps de rattraper un retard. Faut vivre avec ce qu'on a été capable de faire, puis avoir confiance. Puis je pense aussi, Max parlait d'un aspect mental. C'est vraiment important dans cette phase-ci parce que des fois, on arrive, puis on traîne des fois une fatigue quand même des dernières journées, dernières semaines. On essaie justement d'arriver, d'avoir des séances relativement faciles, mais des fois, on arrive puis on n'a pas des bons repères, pas des bons feelings à une séance. Puis ça m'est arrivé dans le passé, là, à une des dernières séances, souvent l'avant-dernière séance avant la course, c'est elle la plus importante. Puis, mauvais feeling, l'entraînement va pas bien, puis on fait juste l'oublier, celle-là, on la met au vidange, puis après, ça m'est arrivé d'avoir des super belles courses quand même, donc ça veut rien dire. Puis l'inverse aussi m'est arrivé, d'avoir des séances que je me sentais du tonnerre avant, dans l'avant-dernière séance, puis d'avoir une mauvaise course. Donc, faut pas trop s'emballer, ou faut juste quand même dire, OK, parfait, c'est fait, puis on continue dans notre séquence. Puis, comme je dis, souvent, on oublie la mauvaise séance, mais on ne se réjouit pas trop non plus d'une séance extraordinaire. Donc, c'est un peu trouver l'entre-deux puis être confiant à l'approche sur la ligne de départ. Là. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense qu'une des premières choses qu'il faut absolument garder en tête, c'est il vaut mieux arriver sur la ligne de départ 1% sous-entraîné, même 10% sous-entraîné à l'arrière, que 1% surentraîné. C'est pas compliqué. La performance, c'est une équation assez simple entre ton niveau de forme et ton niveau de fatigue. Et si tu as un niveau de forme qui est très élevé, mais que tu as aussi un niveau de fatigue qui est très élevé, ben, la soustraction ne sera pas très grande. Puis ton niveau de performance, il ne sera probablement pas plus grand que ce que tu es capable de faire normalement à l'entraînement. C'est-à-dire jamais la même allure pendant aussi longtemps que ce que tu souhaites faire durant ton épreuve. Donc, effectivement, on réduit le volume, on réduit la durée des jogs, on réduit le volume d'intensité aussi. Si vous alliez à la piste pour faire 25 x 400, ben faites-en juste une quinzaine la semaine 1, puis si vous faites encore des 400 la semaine 2, faites-en max 10. Parce que l'objectif, c'est juste de rappeler au corps c'est quoi courir à cette allure-là, mais pas revenir de votre séance complètement claqué puis avec le besoin de prendre 2 jours et demi de récupération après. Puis, l'important aussi, c'est ça, c'est de conserver l'intensité. Essayez pas, pendant les 2 semaines qui précèdent votre marathon, de jamais aller courir à votre vitesse marathon ou plus vite. Le corps va perdre ce repère-là, va perdre cette aptitude-là. Et le jour où vous allez lui demander de le faire pendant l'épreuve, ça va être rendu quelque chose qui lui est étranger. Il va avoir oublié depuis le temps. Donc, un affûtage, ça ne veut pas dire... C'est pas justement la quantité qui importe, mais vraiment plus la qualité à cette phase-ci de préparation. C'est ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup inclure dans les 2 semaines d'affûtage quelques efforts de durée relativement longue la semaine 1. Par exemple, durant la semaine 1, moi, je veux faire au moins un 30 minutes à allure marathon le dimanche qui précède la course. Donc, à exactement 1 semaine de la course, mais je vais faire une sortie longue qui est plus courte que mes sorties longues habituelles. Mais ce 30 minutes marathon-là, il faut qu'il soit facile du début à la fin. Il faut qu'à l'issue de ces 30 minutes-là, je sente que clairement, j'aurais pu continuer, mais que ce n'est pas le jour pour le faire. Et là, la semaine 2, je vais essayer de faire mardi, mercredi ou jeudi, là, quand même au minimum 3 jours de l'épreuve, 2 fois 10 minutes à peu près effort marathon. Puis là, normalement, il faut que ça donne une allure un peu plus vite aussi, parce que c'est juste 10 minutes à la fois. Moi, des 10 minutes, je vais en avoir 15 à mettre bout à bout dans mon épreuve. Fait qu'il faut vraiment qu'à l'issue de ça, vous vous sentiez comme si vous aviez fait 1 km à allure 15 km ou 100 mètres à allure 1500 mètres. C'est un 15e de ce que vous allez avoir à gérer. C'est une toute petite bouchée, mais ça rappelle à votre corps, ah OK, ben c'est comme ça que mes bras bougent, c'est comme ça que mes pieds touchent le sol, c'est comme ça que mes jambes propulsent quand je vais à cette allure-là.
Fait que je veux aller recruter ce patron-là parce que je veux qu'il devienne automatique. Comme ça, au jour de mon épreuve, je n'aurai pas besoin de regarder ma montre aux 2 minutes pour vérifier si je suis encore à bonne allure. Toute la mémoire musculaire, la mémoire de la respiration, la mémoire du... Ça a l'air con, là, mais juste la vitesse à laquelle le paysage défile, ça devient un indicateur de la vitesse à laquelle tu vas. Puis quand tu fais des 400 mètres sur la piste beaucoup plus vite ou des jogs beaucoup plus lents, ben, tu mémorises aussi la vitesse à laquelle le paysage défile. Il faut que tu sois capable de sentir dans les rues de la ville pendant l'épreuve, ah oui, OK, ça c'est mon allure marathon. Trouver la zone, là, un peu, ça nous aide à ça parce qu'il faut trouver une zone durant un long effort comme ça pour vraiment trouver une zone qu'on est à l'aise de maintenir longtemps. Oui. La veille de ton marathon, toi, Max, qu'est-ce que tu vas faire le samedi 24 septembre? Bon, je vais aller chercher mon dossard. Mais tu sais, c'est un petit peu de marche, mais le moins, c'est personnel, mais le moins possible. Là. Donc, tu sais, un petit peu de marche d'activation, puis dans mon cas, 20 à 30 minutes, un jog de 20 à 30 minutes avec quelques accélérations. Là. Mais des accélérations très contrôlées, là, tu sais, c'est quasiment, je m'amène à mon pace marathon que je vais maintenir à la marge, peut-être demi, là, probablement, mais tu sais, quelque chose que je vais maintenir 10-15 secondes, là, tu sais, pour un peu à m'amener à ma vitesse puis arrêter après pour bien me sentir. Là. Donc, ça, c'est pour l'entraînement. Je ne suis pas quelqu'un qui s'étire énormément dans ma vie de tous les jours. Donc, je ne fais pas d'exception. Je n'introduis pas quelque chose de nouveau dans ma routine. Si vous êtes habitué de faire des étirements assez pas agressifs, si on veut, là, très, très modéré à la limite, mais vous pouvez le faire. Là. Mais donc, pour moi, c'est ça. Puis, toute la nutrition, là, planifier. C'est beaucoup bâtir ses réserves de glycogène à ce point-ci. Là, donc, c'est beaucoup. On a tendance à. Dans mon cas, j'essaie de pas de manger constamment durant la journée. On a tendance des fois à. C'est un peu le mythe du repas de pâtes gigantesque la veille. On peut se prendre une portion raisonnable, là, peut-être. Là, la réserve se bâtit sur une plus longue période. Donc, durant la journée, c'est de se rappeler de moi, c'est même les jours avant. Là, donc, durant la journée, c'est peut-être de juste y penser. Surtout, là, il y en a beaucoup qui habitent. Moi, je n'habite pas à Montréal, donc je dois amener de la nourriture. Là, je ne serai pas chez nous, je risque d'aller au restaurant. Donc, tu te retrouves dépendant de beaucoup de facteurs, des déplacements parce que tu vas aller à l'expo. Donc, c'est juste d'y penser avant, de dire, bon, ben, qu'est-ce que j'aurais besoin dans ma journée comme nourriture, qui seraient des choses intéressantes, manger des dates, tes collations que tu vas prendre, de faire des choix qui sont cohérents avec juste des trucs riches en glucides. Là, donc, c'est juste y penser, là, votre petit sandwich avec du pain au raisin ou peu importe quoi. Là. Donc, c'est à peu près ça. Là. Donc, c'est juste de la planification puis exécuter à ce point-là. Là. Donc, pour la veille. Vas-y, Olivier. En vous assurant de ne pas faire quelque chose que vous n'avez jamais fait la veille d'une épreuve, de ne pas manger quelque chose que vous n'avez jamais mangé la veille d'une épreuve, de ne pas faire une sieste à 4h30 l'après-midi si vous n'êtes pas habitué de faire des siestes à 4h30 l'après-midi parce que ce n'est pas le temps d'essayer des nouvelles choses pour vous dire « Ah, j'ai lu dans un magazine cette semaine que c'est une bonne idée de m'étirer, de me passer au rouleau de mousse, d'aller me faire masser, de passer 3 heures au sauna durant l'après-midi, que vous n'avez pas déjà maîtrisé en le répétant durant vos dernières semaines d'entraînement. Ce n'est pas le temps de l'essayer le jour de l'épreuve ou la veille de l'épreuve. Oui, on pense tout le temps qu'il y a une affaire magique à faire la veille, là, mais des fois, c'est aussi plate que de dire de rien faire, c'est probablement la meilleure option. Rien faire qui nous sort de notre routine. On est beaucoup mieux d'être justement d'avoir une approche vraiment conservatrice par rapport à notre journée d'avant-course. Puis, c'est aussi, je pense que la clé, c'est vraiment de planifier, d'être en contrôle de la journée d'avant. Je pense pas d'essayer de courir après justement notre stratégie de nourriture, essayer de ouais, je vais m'acheter mes trucs là-bas. Je pense que c'est vraiment ça, c'est juste de se planifier ses repas, de s'assurer que OK, parfait, j'ai telle option pour pas arriver à être pris au dépourvu. Puis finalement, on n'est pas capable de trouver quelque chose d'intéressant, puis on se ramasse à manger quelque chose qu'on n'est pas habitué. Donc, je pense que c'est un peu ça. Puis c'est de trouver justement un échauffement, quelque chose qu'on est à l'aise, là, mais souvent, on a tout le temps la journée de repos qui est 2 jours avant et la journée, en tout cas, dans les plans que je conçois, puis
La journée de repos est 2 jours avant et la veille, c'est vraiment une petite activation, juste pour réveiller un peu le corps. Donc, c'est le même principe, je pense, pour toutes les distances un peu, c'est de faire un 20-30 minutes. Comme je dis, il n'y a pas de gain à aller chercher là, c'est vraiment juste pour délier les jambes, être en contrôle. Puis, je pense que c'est d'arriver bien hydraté aussi là, la veille. C'est sûr que la chaleur va être moins un facteur cette année, peut-être, là, mais dans un effort de 2-3 heures, souvent on se déshydrate. Donc, s'assurer qu'on est bien hydraté la veille. Je pense que c'est ça la clé aussi. Là. Moi, il y a deux choses que je trouve super importantes de rappeler, là. Le bouleversement des habitudes, là, comme je le disais à propos des siestes, à propos de la consommation de certains aliments ou du fait d'utiliser des méthodes de récupération. Là. Pour des épreuves d'endurance où tout doit être relativement maîtrisé pour que vous n'ayez pas de surprise pendant, la nature récompense les obsessifs compulsifs. Quand vous arrivez sur votre marathon, que vous ayez apporté avec vous la nourriture que vous êtes habitué de manger, que vous ne soyez pas surpris le matin que votre estomac et votre intestin ne réagissent pas de façon anormale parce que là, ce matin, une banane, ça ne marchait pas. Moi, je recommande très souvent de faire au moins une répétition générale. Souvent, je vais recommander de la faire à une semaine de l'épreuve. Ton marathon, il part à 7h45 le dimanche 25 septembre. Ben, le dimanche 18 septembre, tu commences ta dernière sortie d'entraînement à 7h45 aussi. Ce jour-là, pour prendre le départ à 7h45 de ta course, tu vas mettre ton réveil à 4h45 le matin. Ben, je sais que c'est un peu sadique, mais pour ne pas être surpris ce matin-là, qu'est-ce que c'est de me faire réveiller à 4h45 par mon réveil? Ben, mets le même réveil à la même heure le dimanche 18 septembre, une semaine avant. Vois ce que c'est de te faire réveiller à 4h45, de te faire ton café, de le boire à peu près 2 heures du début de l'épreuve, si c'est ça le moment que tu as choisi, de manger la même banane avec le même bagel, avec le même miel dessus à la même heure que tu prévois le faire ce jour-là, de mettre la même camisole, le même short, de prendre la même bouteille ou la même ceinture ou la même veste d'hydratation, de mettre les mêmes liquides dedans, d'apporter les mêmes gels que tu as l'intention de prendre, puis de partir faire ta sortie exactement au moment où le marathon va commencer. Consommer les mêmes aliments aux mêmes fréquences, si c'est parce que tu fais biper ta montre ou si c'est parce que tu te rappelles que tel point de repère exact, tu es rendu à 7 km. Bon. Puis là, tu effectues tout ça. Comme ça, tu as toute l'occasion à une semaine de dire, bon, la banane, 45 minutes avant le départ, ça ne va pas parce que 15 minutes après le départ, il a fallu que je me trouve des toilettes pour y aller. Je suis mieux de prendre un autre fruit qu'une banane. Je vais avoir quelques jours cette semaine pour essayer avec un autre fruit. T'sais. Puis de la même façon, ben, si tu es capable le samedi matin, la veille de ton épreuve, ben, tu fais la même routine de réveil parce que là, au moins, c'est la deuxième fois que tu vas l'avoir testé. Comme ça, quand le lendemain matin, tu vas te faire réveiller à cette heure-là, ben, ton corps, il ne sera pas surpris par ça. Quand tu vas lui donner une banane à manger à cette heure-là, il ne sera pas surpris par ça et tout. Puis donc, tu vas éliminer tous les risques que des surprises pour ton corps créent des symptômes, du stress, de l'incertitude. Tu en as déjà bien assez à gérer. T'sais. Parce qu'il n'y a personne qui n'est pas super nerveux. On a toute l'impression d'avoir pris 1 ou 2 cafés de plus parce qu'on a le cœur qui palpite un peu, on sent que le décompte s'en vient. Tu sais, où est-ce qu'il faut que j'aille mettre mon sac? Ils sont où les toilettes les plus proches? Je n'avais pas pensé à ça. Éliminer cette incertitude-là en pratiquant d'avance, au moins une semaine d'avance, puis au moins une fois, pour que le matin, ce soit comme juste, garde ça, je l'ai déjà fait, je fais juste accomplir mon plan, il a déjà bien fonctionné, je le répète aujourd'hui, réglé. Puis je pense que aussi l'horaire est vraiment important, tu sais, de prévoir plus de temps. Souvent, quand on arrive dans des grandes villes, pour les gens qui voyagent de l'extérieur, ben, il y a tout l'aspect du déplacement le matin de la course. Combien de temps ça va vous prendre pour vous rendre au point de départ? Si vous avez un autobus à prendre, comme au marathon du Petit Train du Nord, bref, tout cet aspect logistique-là. Faut vraiment se prévoir plus de temps qu'il pas assez. Tu sais, puis, justement, parce qu'on a tout le temps les imprévus, il va y avoir, OK, je voudrais aller aux toilettes, je voudrais, où vont être les toilettes, tout ça. Puis aussi, il y a, je pense, l'aspect qu'il va y avoir plusieurs milliers de coureurs au même endroit. Donc, c'est énorme là, comme événement. Donc, faut prévoir ça, puis prévoir plus de temps. Il va y avoir des rues barrées alentour du départ. Donc, c'est tout ça. Tu sais, puis je pense
si vous êtes dans un hôtel quand même proche du départ, ça peut être intéressant. Si vous dites, parfait, j'étais à 2 km de là, ben, ça pourrait être intéressant de prendre une bonne marche le matin. Ça fait une petite activation. Puis, tu sais, marcher 2 km, c'est pas sûr qu'il va vous vider d'énergie. Vous avez 42 km à courir, 21 km à courir, etc. Donc, je pense que c'est de prévoir plus de temps que pas assez, puis planifier, je pense que c'est la clé. Tu as fait raison. Là, on peut entrer dans le vif du sujet de la journée. Ah oui, Max? Il y a peut-être une dernière chose là, que personne ne pense. Je pense pas on le dit à tout le monde, là, mais puis il faut se le redire à nous. Là. Dormir la veille, là, c'est quand même dur. Tu sais, vous êtes votre corps, pour votre corps, la course a déjà commencé. Là, tu sais, votre système nerveux est hyper stimulé. Souvent, on vire dans le lit, on a de la difficulté. Là, fait que, on le dira pas assez. Là, on a tendance à vouloir se changer les idées la veille. Puis pour se changer les idées, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute la télévision ou on fait de l'écran le soir d'avant. Tu sais, ça vient à un coût qui est beaucoup. Même si tu écoutes la TV la semaine, le reste, que quand tu arrives la veille d'une course, la dernière chose que tu veux, c'est venir te surcharger. Donc, tu sais, je sais que pour moi, en tout cas, là, tu sais, les écrans, l'ordinateur, tu sais, comme mettez ça de côté, discuter avec un ami, aller marcher, tu sais, aller prendre une marche de 10 minutes, tu sais, pour vous vider un peu l'esprit pour que quand tu arrives pour te coucher, ben, au moins, tu sais, tu peux te retrouver avec une charge un peu plus. Tu as juste la course qui te trotte dans la tête, tu n'es pas venu te submerger d'informations ou de stimulation. Fait que, tu sais, il faut faire bien attention à ça là, parce que on est tout à fleur de peau la veille, peu importe notre objectif de vitesse. Donc, c'est peut-être quelque chose à surveiller. Là, si tu veux te coucher tôt et t'endormir, puis pas à minuit, il faut mettre des conditions hyper gagnantes. Là. Puis sur le sommeil, moi, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut garder en tête. Là. Si ça fait 6 mois que tu ne dors pas assez, que tout le long de ta préparation, tu t'es entraîné, mais tu n'as jamais complètement récupéré parce que tu as des mauvaises habitudes de sommeil, c'est pas vrai que de bien dormir longtemps la nuit du samedi au dimanche, dans les heures qui précèdent ton épreuve, ça va te racheter. Mais l'inverse est aussi vrai. Si ça fait des mois que tu te couches à heure relativement fixe, que tu as une bonne routine de décompression, que tu t'endors assez vite quand tu te couches, puis que tu as un sommeil qui est relativement constant puis suffisant en quantité, c'est pas grave si la nuit qui précède l'épreuve, tu manques de sommeil parce que ça t'a pris longtemps à t'endormir, parce que tu étais nerveux, fait que n'importe quoi te réveillait, parce que tu es allé faire 3 petits pipis, parce que tu t'étais tellement hydraté la veille en écoutant ce que Guillaume t'avait dit que tu ne voulais pas. Ouais. Bon. Une mauvaise nuit sur 90 bonnes nuits depuis les 3 mois que tu t'entraînes, ça ne scrapera rien. Mais une excellente nuit, si les 89 précédentes étaient insuffisantes, ça ne rachètera rien. Donc, angoissez pas sur la qualité et la quantité de votre sommeil la nuit qui précède l'épreuve. Assurez-vous de bien faire vos devoirs au quotidien. Puis surtout que, bon, là, on est à 6 jours. Là. Si vous n'avez pas été capable de bien faire vos devoirs dans les 80 quelques jours qui précèdent, là, profitez de la réduction de volume. Là. Couchez-vous 30 minutes plus tôt parce que de toute façon, vous joguez 30 minutes de moins. Puis levez-vous 30 minutes plus tard parce que de toute façon aussi, demain, c'est congé. T'sais. Puis essayez d'allonger vos nuits parce que d'en allonger 4-5, ça va vous acheter du capital de repos et de récupération. Même si la dernière nuit, vous en dormez juste 4 puis pas tellement bonne, rappelez-vous, là, dans son documentaire, il le dit, Eliud Kipchoge, quand il a fait 1h59 dans son espèce de course d'exhibition, là, il dit qu'il n'a pas vraiment fermé l'œil avant minuit, puis qu'à partir de 2 heures le matin, il était on and off, 20 minutes d'or, 20 minutes d'or pas, à peu près jusqu'à ce qu'il décide de se lever vers 5 heures. Puis ça ne l'a pas empêché de courir à 2 minutes 50 au kilomètre pendant 42. Il y a toute une série de facteurs autres qui l'ont aidé, là, mais c'est vraiment pas grave de ne pas assez bien dormir. Moi, je pense qu'une des pires nuits de ma vie, c'est la veille de mon record personnel. J'avais bu 2 kombucha le soir. Je ne sais pas pourquoi j'avais bu du kombucha le soir, là. Mais je me suis couché à 8 heures, puis ça m'a pris 4 heures m'endormir. Puis j'ai dormi 4 heures. Puis après ça, je suis parti pour aller prendre le départ de cette épreuve-là, puis j'ai couru à une allure que je n'ai jamais réussi à retrouver aujourd'hui. C'est-tu le kombucha ou c'est le fait d'avoir moins dormi? Je ne sais pas. Mais clairement, ce n'est pas ça qui m'a empêché de livrer la meilleure performance de ma vie à ce jour-là. Donc, angoissez pas avec ça. Petit truc, je suis un bon consommateur de café, là, puis souvent la journée de la veille d'une course, j'essaie de diminuer ma quantité de café que je consomme. Tu sais, mettons, si je prends 3 cafés habituellement,
Ben, je vais en prendre un ou deux dans la journée avant, puis idéalement, le dernier café à 10 heures. Comme ça, le soir, j'arrive, je suis vraiment fatigué. J'ai éliminé la caféine de l'équation. Mais c'est drôle que tu parlais justement d'Eliud Kipchoge. J'avais exactement cet exemple-là en tête, que il y a eu une mauvaise nuit de sommeil la veille, puis il a quand même livré une belle performance. Donc, c'est ça. Si vous êtes en train de ne pas dormir la nuit qui précède le marathon de Montréal, ben, dites-vous donc, tant pis, je vais me connecter au stream puis je vais regarder Kipchoge à Berlin parce qu'en même temps que Maxime Leboeuf va éclater le record québécois, Kipchoge va probablement éclater le record du monde, qui lui appartient déjà, contrairement au record québécois de Maxime Leboeuf, mais ça, c'est autre chose. Pour parler justement de ce record-là, on va commencer à regarder les parcours, puis on va essayer de se trouver des points d'observation importants sur quand on voit une carte d'un parcours, qu'est-ce qu'on est supposé ou qu'est-ce qu'on a intérêt à allumer comme petite lumière dans notre tête. La première chose sur un parcours comme celui du Marathon de Montréal, les gars, tout le monde, on voit bien? Oui, super. Yes. Donc, la première chose, c'est que, contrairement aux années précédentes, le parcours du Marathon de Montréal, il commence pas au même endroit que là où il finit. Ça veut dire que dans votre organisation, pour vous rendre à la ligne de départ, puis pour revenir de la ligne d'arrivée, vous ne pouvez pas prévoir que ça va être au même endroit, vous allez laisser des amis, puis votre sac qui va être entre les mains de vos amis et tout, parce qu'il faut qu'ils se déplacent. Vous allez finir votre marathon ailleurs que l'endroit où il commence. Ça veut dire que vous allez devoir réfléchir à un transport pour vous rendre à la ligne de départ, puis un transport pour revenir de la ligne d'arrivée qui va être différent. Après ça, comme vous pouvez le voir sur la courbe de dénivelé, ça ne monte pas trop jusqu'à à peu près de 10 à 15 kilos. C'est-à-dire, pour les gens qui connaissent le centre-ville de Montréal, du passage par le Parc des Îles, le pont de la Concorde, le Vieux-Montréal. Mais là, quand vous tournez de sur Sainte-Catherine, vous allez grimper la fameuse Côte-Berry. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Côte-Berry est là. Donc, ce n'est clairement pas la dernière côte que vous allez avoir, parce que jusqu'à 16 à peu près, ça va juste monter tout le temps. C'est 75 mètres à peu près là, de dénivelé, là, c'est du point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Là. Donc, c'est quand même un bon dénivelé, mais il est bien réparti sur plusieurs kilomètres, donc c'est quand même bien là, c'est comme un dénivelé. Là. Exact. Ça veut dire que vous allez, normalement, si vous avez bien fait vos devoirs à l'entraînement, encore vous sentir très, très, très bien à ce point-ci d'une épreuve. Là, si de 10 à 15 dans un marathon, les choses ne vont pas bien, le reste de la journée va être long. Mais normalement, quand vous allez monter cette côte-là, vous n'aurez pas besoin de ralentir beaucoup, juste vous assurer de reprendre votre souffle parce que ce n'est pas la fin de la montée. À l'issue de ça, vous le voyez, un beau faux plat descendant jusqu'à ce que vous arriviez à peu près à 24-25. Ça veut dire que tout le long, après avoir fini de passer l'espèce de crête du centre de l'île, ben vous allez descendre tranquillement. Fait que ces kilomètres-là devraient quand même bien aller jusqu'à dépasser le point du demi-marathon, jusqu'à ce que vous arriviez à la rivière des Prairies, puis que là, le petit passage qui va vous ramener vers Saint-Laurent, ben forcément, tout ce qui descend finit par remonter. Donc, de 25 à 30, puis même 33. C'est des périodes qui sont difficiles dans un marathon. Et là, vous allez être dans le faux plat montant que vous aviez descendu à l'allée. Donc, gardez-vous des cartouches parce qu'il faut que vous arriviez au sommet, autour d'ici, à 33, relativement bien encore, parce qu'à 33, c'est là que vous allez taper dans le mur si jamais vous avez trop forcé en montant, pris trop peu de glycogène sous forme de glucides par rapport à ce que vous étiez en train de brûler. Puis là, par la suite, il y a, c'est sûr, la longue droite relativement monotone de Saint-Joseph avec les viaducs, avant d'aller prendre le faux plat descendant du boulevard Rosemont ou du boulevard Viau, puis d'entrer sur le stade olympique avec deux belles descentes qui vont bien vous finir de vous casser les quads de 39 à 42. T'es prêt, Max? Moi, j'avais pas trop. Comme Olivier dit, il faut mettre l'emphase sur de 25 à 33, ça va coûter cher. Donc, ça arrive exactement au pire moment. C'est l'équivalent du marathon de Boston dans une certaine mesure. Ce genre
de monter dans une section où le corps commence à trouver le temps long, là. Donc, tu sais, Ouais. si ça arrive au demi, c'est une chose, mais quand ça arrive à 30, là, donc il faut vraiment faire très attention, là. Probablement mieux gérer la première montée, puis après ça, la deuxième, qui est à pousser plus dans la deuxième si on se sent vraiment bien, là, tu sais. Donc, la montée que Olivier parlait de 10 à 16, plus ou Ouais. moins, il va falloir faire. Celle-là, on va devoir être prudent là, parce que sinon, impossible que tu aies des jambes dans la deuxième, là. C'est ça. C'est un nouveau parcours. Il n'a jamais été essayé encore. Il avait été créé pour la première édition de cette épreuve qui était reprise par une nouvelle organisation, mais qui a été annulée en 2021. Donc, personne ne peut encore donner de retour d'expérience sur ce parcours-là. Mais moi, je vous le dis, si vous ne faites pas l'effort conscient de ralentir pour garder le même effort, de 10 à 16, puis ensuite de 25 à 33, si vous essayez de garder des allures constantes, votre effort va trop augmenter. Vous ne serez pas capable de relancer à partir du point le plus haut du parcours pour profiter du fait que ce qu'il reste dans le parcours, c'est descendre. De la même façon qu'à Boston, si vous vous êtes trop cassé les quads dans le premier demi en vous laissant descendre plus vite que vous auriez dû, vous allez souffrir dans les 4 bonnes bosses, la dernière étant Heartbreak Hill. Et après, quand ça redescend, vous ne serez plus capable de relancer. Puis là, tout le temps que vous aviez perdu dans les montées, vous n'iriez pas le regagner dans la descente finale. Au fil du demi, Olivier, ouais. je ne sais pas si tu avais la carte du parcours ou si en tête tu avais. Ah, parfait. Oui. Alors, il part au même endroit, au même moment. Ça va être le fun. Moi, je vais pouvoir faire 400 mètres avec Max avant qu'il soit rendu trop vite, trop loin. Donc, c'est exactement le même parcours jusqu'au point de virage qui intervient autour du kilomètre 13 pour les 2 épreuves. Donc, comme vous avez pu le voir ici, après avoir fait la montée de la Côte-Berry, Cherrier et Parc-la-Fontaine, les gens du marathon, eux, vont tourner sur Guilford pour se diriger vers Saint-Laurent et aller faire le long bout qui leur est exclusif, alors que les gens du demi, eux, en prenant Guilford, vont se diriger vers Saint-Joseph et là faire la même fin que le marathon par Rosemont, Viau et l'arrivée au pied du stade. Ce qui veut dire que c'est la même chose. Il y a une petite bosse au 8e kilomètre parce qu'il va falloir grimper tranquillement ici sur Atateken, mais là, en arrivant au 10e, c'est là que les mêmes 6 kilomètres, dans ce cas-ci, ce n'est pas 6, là, c'est 3 et quelques, de 10 par la Côte-Berry jusqu'à 13, 14. Et là, vous voyez, on est plutôt sur du plat. Il y a une légère remontée ici pour aller sur la crête du boulevard Rosemont, puis ensuite on descend. Alors, c'est un parcours qui, bon, nécessairement, vous le savez, là, un demi, c'est plus que 2 fois plus facile qu'un marathon en ce qui concerne la gestion d'efforts dans la durée. Mais c'est un parcours qui va aussi exiger que vous soyez prudent dans ce passage-là, parce que là, vous êtes au milieu de votre épreuve et en train de passer vos dernières cartouches parce que vous n'avez pas accepté de ralentir pour conserver le même effort et non la même allure. Donc, si vous voyez des gens qui vous dépassent dans la montée de la Côte-Berry et des rues suivantes, je vous fais le pari que vous allez les redépasser autour de Saint-Joseph ou sur Rosemont parce qu'ils vont avoir mal géré ce passage-là. Autrement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à dire. La même règle logistique prévaut, là. Vous allez partir d'un endroit différent de celui où vous arrivez. Et puis, c'est un nouveau parcours qui n'a jamais été couru encore tel quel. Il n'est pas extrêmement différent des parcours qui débutaient sur le pont Jacques-Cartier à l'époque et qui commençaient par une espèce de tour par le parc Jean-Drapeau autour de la Ronde. Donc, les gens qui ont déjà fait les vieilles éditions du Marathon de Montréal vont trouver que ça ressemble relativement en ce qui concerne ça. Il n'y a pas toute la partie donc, que je vous montrais tout à l'heure à propos des portions exclusives au parcours du marathon. Excuse-moi, Olivier.
c'est des parcours, puis je dirais pour le marathon de Québec ou même le demi de Québec, là, c'est un peu le même principe qui s'applique. C'est pas des parcours qui aiment les montres GPS. OK? Donc, tu sais, si tu regardes là, un peu, mettons qu'il y a quelqu'un qui regarderait sa moyenne, là, il partirait sur son pace d'objectif, il accumulerait un déficit. Là. Donc, vous avez, mettons, de 10 à 16, tu accumules un déficit de temps. C'est très déstabilisant. Là. Si on oublie de juste se concentrer sur l'effort qu'on est en train de donner, puis avoir les mêmes sensations à peu près qu'on avait sur le plat pour les 10 premiers, on va se retrouver un peu en situation, au lieu de générer du positif, on génère du négatif puis du stress. Donc, regardez pas. Si vous avez un split à regarder, là, regardez-le au demi. Là, au moins, vous allez avoir fait la descente qui vous amène du 16 au 21. Ça va vous redonner un petit peu confiance parce que votre moyenne devrait redescendre relativement, puis vous devriez vous rapprocher probablement de votre objectif si vous l'avez bien établi, évidemment. Là. Mais faites bien attention, là, c'est facile de tomber dans une. On le fait tout, même qu'on soit débutant, élite, ou on a un objectif en tête, mais dans des parcours comme ça c'est vraiment. On peut jouer des très mauvais tours, là, puis finalement, on fait exactement. Donc, j'arrête là, mais à suivre. Tu as bien raison de le dire. Justement, tu as mentionné le marathon bénévole de Québec. Celui-là, il est une semaine plus tard. Lui aussi, dans une nouvelle mouture, avec un point de départ et d'arrivée qui sont au même endroit, à la place Jean Béliveau, donc voisine du centre Vidéotron. Ce n'est plus le marathon des deux rives qui commençait à Lévis, qui traversait par les ponts et qui rentrait à Québec. Et c'est un nouveau parcours aussi, donc puisqu'il y a un départ et une arrivée qui sont plutôt dans Limoilou, qui va, lui, passer par le bord de la Saint-Charles, par le secteur du Vieux-Québec, avec une bonne montée dans le Vieux-Québec. Hein, pour les gens qui connaissent Québec, il y a la basse ville, d'où le marathon commence, et la haute ville, où le marathon va passer sa portion du milieu, si on veut, en quelque sorte. Donc, si on regarde les courbes de dénivelé, vous voyez que de 0 à 10, il y a quelques petites bosses, mais grosso modo, on parle de 8 mètres. Rien pour écrire à sa mère. Mais vous voyez que du 10 au 21, là, vous allez avoir une bonne montée bien raide et par la suite, quelques petits vallons. Fort heureusement, puisque le parcours redescend aussi, rendu dans la pointe là, de Sainte-Foy près des ponts, vous allez revenir par la promenade Samuel de Champlain, donc au niveau du fleuve, au niveau où vous étiez auparavant. Mais préparez-vous à affronter une bonne montée dans les kilomètres 12, 13, 14 et une bonne descente aussi, kilomètres 23, 4, 5. Vous voyez ici là, les passages en lacet. Donc, ce que vous allez avoir monté, vous allez le redescendre de 64 à 14 mètres. Et là, par la suite, quelques petites ondulations pour aller retourner, finir là où vous aviez commencé. Donc, un début et une fin plus facile que la portion qui vous amène au point du demi et qui vous ramène au passage à vide que beaucoup de coureurs vont rencontrer. Donc, ça se pourrait que, rendu sur le boulevard Champlain, promenade Samuel de Champlain, vous trouviez le temps long. Surtout si vous n'avez pas été suffisamment conservateur dans la montée ici et dans la descente ici, qui pourraient vous faire mal. C'est des montées avec des bons, c'est des montées raides quand même. Là. C'est même chose pour la descente. C'est une descente qui est difficile de profiter. Là. C'est vraiment c'est des descentes qui peuvent nous faire mal dans les derniers kilomètres parce que mécaniquement, on va avoir trop laissé un peu dans cette descente-là. Puis c'est aussi, vous le voyez, là, c'est le parcours le Marathon de Québec voulait faire vraiment un parcours carte postale, là, ils ne sont pas cachés de ça, mais ça implique énormément de virages. Puis quand on dit virage, on dit possibilité de parcourir des mètres en extra si on n'optimise pas la ligne de course qu'on va prendre. Donc, c'est important vraiment d'essayer de visualiser un long point puis d'imaginer un point au loin puis d'imaginer le meilleur virage qu'on peut prendre. Donc, ça, vous pouvez laisser beaucoup de mètres, surtout sur un 42 km. Là, il y a des gens qui laissent quasiment 1 km des fois. Là. 1 km, ça paraît en fin de course. Puis aussi, on regarde un peu la météo, là, mais pas très possible à ce moment-là. Présentement, ce n'est pas le cas, je pense, là, mais
à Québec, à ce moment-là de l'année, ça se peut qu'il y ait des vents. Souvent, c'est un vent nord-est. Donc, sur la promenade du Samuel de Champlain au retour, ça se pourrait très bien qu'il y ait un beau gros vent de face. Là. Donc, va falloir voir dans les dernières journées comment vous allez approcher tout ça. Puis, je pense que ça peut faire une différence. Puis, pour le demi, c'est pratiquement le même parcours, sauf qu'on descend un petit peu plus. Je pense qu'on descend plus tôt. C'est ça, c'est pas mal ça. Donc, encore la bonne grosse bosse par les mêmes montées dans le Vieux-Québec et pas très longtemps sur les plaines. Et au lieu de revenir sur la Grande Allée et de poursuivre vers Sillery et Sainte-Foy, retour à la sortie des plaines par Champlain. Donc, encore une fois, la bonne montée, 2 petits vallons, la bonne descente. Ça peut vous casser votre rythme de façon considérable. Alors, gardez ça en tête. Ce n'est pas ici que vous avez intérêt à rester sur l'allure et ce n'est pas ici que vous avez intérêt à essayer de rattraper le retard que vous aviez pris parce que si vous faites monter le cœur trop haut, il ne redescendra pas. Et si vous pétez vos quads rendus ici, il vous reste encore 10 km à faire à votre allure demi avant d'arriver. Alors, c'est dans ces 10 km-là que si vous avez été sage dans la montée et opportuniste, mais sage dans la descente, vous allez pouvoir faire une belle relance. Comme le disait Guillaume, si jamais c'est ici que vous avez le vent de face, dites-vous, c'est juste un genre de 3-4 km, j'angoisse pas avec ça, il va m'en rester 7 par la suite. Parce que forcément, s'il ventait par ici, dans ce sens-là, vous allez ravoir ce vent-là plutôt dans le dos quand vous allez être sur le bord de la Saint-Charles, puis vous allez vous diriger de nouveau vers Limoilou. Donc, 2 fois moins long, plus facile de gérer votre épreuve avec une allure conservatrice et une plus petite proportion de temps que vous allez passer à monter et à descendre. Donc, soyez intelligent dans cette gestion-là. Puis là, on a parlé de la descente. C'est le cas à Québec quand on descend du Cap-Diamant, mais c'est aussi le cas au Petit Train du Nord. On ne vous a pas mis une carte du parcours parce qu'il est linéaire, tout simplement. Mais on vous a surtout mis, comme c'est ce que Guylaine et Alain ont fait sur le site de cette épreuve-là, un profil de dénivelé. Parce que c'est un des seuls marathons auxquels vous avez facilement accès à partir d'ici, où vous allez avoir beaucoup plus de descente que de montée. Vous voyez, là, les seuls petits bouts où ça monte un tout petit peu, ils sont minimes par rapport à tout ce que vous allez descendre. Vous finissez à moins de 100 mètres du niveau de la mer, alors que vous commencez à un peu plus de 300. Mais, de la même façon que vous ne devez pas vous casser les pattes dans les descentes du Cap-Diamant à Québec, soyez très, très prudent avec ce bout-ci et ce bout-là et ce bout-là du parcours. Donc, des kilomètres 7 à 12, 13, 17 à 19 et 35 à 38. Si vous êtes trop opportuniste et pas assez prudent, vous allez arriver à mi-parcours avec les cuisses en feu ou en béton, ou en feu et en béton. Et ça va être très difficile à ce moment-là de relancer sur les faux plats, de garder votre rythme dans les légères montées ou les parties plates. Et vous ne serez pas capable de finir l'épreuve au rythme souhaité parce que vos quadriceps ne seront pas prêts à collaborer. Est-ce que vous êtes déjà entraîné sur le Petit Train du Nord, les gars? Moi et Max, on a même déjà jogué un bout de parcours il y a quelques années sur justement le Petit Train du Nord. C'est une piste, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est une piste cyclable majoritairement en poussière de pierre, mais on me disait qu'il y avait nouvellement des sections asphaltées. Ouais. Donc, ça se peut que ce soit un petit peu plus asphalté que dans le passé. Mais tu sais, c'est très beau comme parcours parce que c'est sinueux, c'est à travers la forêt, à l'abri du vent. Parcours descendant, donc c'est vraiment un parcours rapide, mais tu sais, c'est de trouver la bonne zone parce que les gens font beaucoup de records personnels sur ce parcours-là, mais tu sais, c'est de trouver la bonne zone, pas partir trop vite, mais non plus pas se dire, faut pas trop se freiner parce qu'il faut profiter quand même du parcours, donc c'est un peu la zone à travailler, donc c'est un peu ça la clé là, de savoir bien doser l'effort, mais quand même en même temps de pas
faut pas capoter si on est plus vite que ce qu'on pensait à demi-marathon, puis qu'on est à l'aise, puis qu'après on arrive à 30 km, ben, on est encore à l'aise, ben, tant mieux, il faut en profiter. Le parcours est fait pour ça. Il y a même plusieurs fois, il y a été le parcours au Canada où il y avait le plus de gens qui se qualifiaient pour Boston sur ce parcours-là. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Puis, tantôt, on parlait du samedi-dimanche. Bref, le demi-marathon est bel et bien le samedi et le marathon le dimanche. Et c'est le même 21,1 pour les deux épreuves. C'est le même point d'arrivée pour les deux épreuves. Donc, tout le monde arrive à la gare de Saint-Jérôme et les gens du demi vont partir à celle de Piémont, alors que les gens du marathon vont partir à celle de Val-David, puis ensuite traverser Val-Morin, Sainte-Adèle, etc. Moi, je l'ai fait en 2021 et je pensais avoir géré intelligemment mon épreuve, mais je suis arrivé autour du kilomètre 25-26 avec déjà les quads plus intéressés à collaborer. Ralenti inéluctablement jusqu'à l'arrivée au 38e, donc au pied du dernier faux plat de la dernière descente, où là, on arrive sur l'asphalte, puis là, le cerveau commence à penser, bon, OK, il me reste 4,2 km, c'est exactement 10 %, j'ai presque fini. J'ai réussi à relancer, mais pour sauver les meubles sans vraiment faire mieux. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu la meilleure expérience de ma vie au petit train, mais ce n'est vraiment pas la faute du parcours, c'est la faute de ma gestion du parcours. Qu'est-ce qu'on fait s'il fait chaud? Qu'est-ce qu'on fait s'il fait froid? Est-ce que c'est une bonne idée de se dire, comme les marathons commencent tôt le matin, je vais aller vite au début parce que de toute façon, la chaleur va me ralentir? C'est la question qu'on se posait la veille avec Maxime pour le marathon d'Ottawa, qui ne devait pas être si chaud que ça, mais auquel absolument tout le monde a été forcé de ralentir. Beaucoup de gens abandonné parce qu'il finalement faisait chaud. Vous, est-ce que votre stratégie, c'est d'être conservateur puis de vous dire dès le départ, je commence plus lentement parce que je sais qu'il va faire chaud? Qu'est-ce qu'on devrait conseiller aux gens de faire si jamais il faisait chaud durant leur épreuve? Ben, jusqu'à maintenant, en tout cas, là, on a regardé un peu la météo. Là, c'est vraiment une belle météo qui annonce pour c'est sûr qu'on est loin, là, mais je pense qu'il annonce 17-18 degrés pour dimanche à Montréal. Même chose pour samedi. Soleil, ça risque d'être frais, 7-8 degrés au départ environ. Donc, c'est des belles températures. Puis c'est un peu le même principe aussi à Québec et au Train du Nord jusqu'à maintenant. Mais je pense que faut pas changer tant que ça. Faut pas profiter, essayer d'aller chercher un petit peu plus parce que ça va être plus frais. Je pense que ça peut justement plus nous hypothéquer pour la suite. Mais c'est peut-être juste de prévoir quelques petits trucs qu'on va pouvoir enlever. Pas nécessairement un manteau. Traîner un manteau, attacher un manteau, ça c'est un peu tannant, mais d'avoir des petits gants magiques qu'on va acheter au Dollarama, ça fait le travail. On peut les enlever vite. Sinon, il y a des manchettes aussi qui se vendent, que c'est juste le bras qu'on peut baisser. Donc, je pense que c'est un peu ça. Puis de prévoir la bonne, le bon délai de temps pour pas geler le matin là, quand on arrive sur le départ. Je pense que ça va être la clé. Absolument. Moi, je recommande aussi, peu importe la température qu'il fait, gérer ça comme si vous êtes trop chaud. Parce que même comme c'est prévu là, pour le départ à Montréal ce dimanche, 11 à 12 degrés, si vous êtes en train de vous diriger vers le parcours, habillé comme vous allez faire votre épreuve et que vous n'avez pas un peu froid, si quand vous commencez votre jog d'échauffement, vous sentez que votre température augmente au point où vous allez peut-être même commencer à suer, c'est sûr que la température est plus chaude que l'idéal. Pour des Caucasiens comme nous, qui ne vivons pas dans des régions très, très chaudes et qui nous sommes entraînés presque tout l'été, on va probablement trouver que 11-12 degrés, c'est chaud par rapport, c'est frais par rapport aux températures dont on sort. Mais même pour nous, c'est plutôt autour de 6, 7, 8 degrés Celsius qu'on parvient à une sorte d'équilibre thermique où on génère suffisamment de chaleur juste pour nous garder au chaud, mais on n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie additionnelle pour essayer de ne pas surchauffer. Et pour les élites kenyanes et éthiopiennes qui sont capables de courir à 20-21 km/h, c'est même plutôt 2, 3, 4 degrés qui sont les températures optimales. Donc, même s'il fait juste 11 ou 12, dites-vous pas « Youpi, c'est super frais, je vais pouvoir pousser au max ». On l'a vu à Ottawa, il peut faire 14-15 degrés. Si c'est humide et que le soleil plombe,
14-15 degrés, c'est déjà trop chaud pour être capable de compléter l'épreuve sans ralentir. Ça peut arriver encore, en début octobre, des journées humides, ça arrive encore de temps en temps. C'est une vague de chaleur qui arrive, ça peut arriver. Là. Donc, il faut être prêt à ça aussi. Oui, il y a eu, il y a 5 ans, le marathon de Montréal, l'épreuve du marathon avait dû être annulée à cause de la canicule. Ça ne s'aligne pas pour être le cas cette année. Durant les 6 prochains jours, ça m'étonnerait que les prévisions météo changent énormément. Mais toute proportion gardée, on s'aligne pour être relativement chanceux en ce qui concerne le mercure. Probablement pas trop ensoleillé non plus, parce que ça aussi, ça a l'air de rien, mais la radiation solaire, c'est un facteur de stress additionnel pour le corps. Donc, une journée un peu nuageuse, pas trop venteuse, pas pluvieuse, c'est vraiment préférable à un beau ciel bleu au gros soleil aveuglant. Et quand on passe la ligne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, toi, Guillaume, quand tu as terminé ton épreuve A de l'année? Ta préparation est terminée, ton épreuve est passée, tu entres dans ta phase de récupération. Qu'est-ce que tu fais dans les premières minutes, les premières heures pour t'assurer de bien récupérer de l'épreuve? Bien, souvent, ça va passer par l'hydratation. On perd beaucoup d'hydratation, beaucoup de liquide durant une épreuve qui est aussi longue. Là. Donc, je vais boire assez rapidement. Puis, ça arrive des fois qu'on n'a pas faim immédiatement après. Là. Donc, mais c'est important d'aller manger. On a un bon déficit calorique à aller chercher. Donc, manger sans exagérer, mais manger un bon repas après. On peut se récompenser si c'est votre façon de faire. Je pense que c'est le temps. Puis, dans les journées après, ben, tout dépendant de votre saison, mais habituellement, si c'était votre objectif de fin de saison, au minimum, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de repos, mais je prends 3-4 jours de off complet sans courir de suite. Puis après ça, j'ai une stratégie que je vais aller courir un petit 20 minutes à tous les 2 jours pendant à peu près 2 semaines environ. Ce qui fait quasiment 3 semaines là, que je fais pas grand-chose. Puis c'est juste pour le 20 minutes de course, c'est vraiment juste pour comme garder les adaptations au niveau des tendons. Puis ça n'a vraiment pas pour but d'essayer de moins me désentraîner. C'est vraiment juste essayer de garder les adaptations, comme ça, le risque de blessure est moins élevé quand on reprend. Fait que ça ressemble à ça. J'en profite, j'essaie de récupérer, mais aussi profiter des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, des fois, prendre une petite bière de plus que je ne me permets pas dans une saison normale. C'est le temps de se récompenser un petit peu avec des trucs qu'on aime, puis de relaxer, puis que quand on arrive et qu'on reprend l'entraînement, on ait le goût d'atteindre notre prochain objectif, qu'on soit motivé à retourner courir. Je pense que c'est ça la clé. Là. Absolument. Je pense que la dernière que tu as mentionnée, c'est la plus importante. Moi, c'est celle que je mentionne à tous mes athlètes. Ta seule obligation, c'est de ne pas suivre un plan d'entraînement strict pour au moins 2 semaines à la suite d'un marathon, puis au moins 1 semaine à la suite d'un demi-marathon. Je t'ai mis des sorties, une journée course très courte, très facile, une journée vélo très court, très facile, en alternance. Tu ne sors que si tu en as envie. Tu ne suis pas le plan du tout si tu n'as pas envie d'aller courir, parce que la récup, elle est d'abord mentale. Si vous avez bien fait vos devoirs, courir 32, 33, 34 km durant votre journée de fin de semaine la plus exigeante, courir 4, 5, 6, 7 fois par semaine durant vos semaines d'entraînement normales, votre corps y est habitué. Alors, ça se peut fort bien qu'après 24, 36, maximum 48 heures, vous ayez l'impression d'avoir les jambes remises, la respiration normale, le cœur bas au repos, comme si votre corps avait été capable d'encaisser la charge. Mais si vous reprenez trop vite un entraînement qui vous force, qui vous contraint, ah oui, aujourd'hui, je dois aller faire 1 heure. Ah oui, aujourd'hui, je dois aller à la piste pour faire des répétitions de 2 minutes. Vous allez vous brûler. Vous allez réaliser que ça ne vous tentait pas d'aller le faire, puis qu'en revenant, ce n'était pas une bonne idée de vous être forcé à le faire. Alors, récup mental en premier, n'allez courir ou faire du sport que si vous en avez envie. Et si vous laissez le temps à votre tête de dire « ça commence à me manquer d'aller faire du sport », à ce moment-là, allez-y. Il va vous récompenser en vous disant « ah, merci, c'est ce que je te demandais, puis ça m'a vraiment fait du bien ». Donc, pour moi, ça, c'est vraiment ce qui est le plus essentiel.
quelle que soit l'épreuve que vous venez de faire, quelle que soit la performance que vous venez de livrer, attendez d'avoir à nouveau le goût de sortir, bouger pour le faire. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, la tête va récupérer au même rythme que les poumons, le cœur, les jambes. Toi, Max, d'habitude, comment tu gères ça, les suites d'un marathon, les premières heures, les premiers jours? Immédiatement après, là, il y a beaucoup là-dedans, c'est une question de préférence, là, mais marcher, c'est correct de marcher. Tu sais, oubliez le cool-down. Tu sais, moi, je ne suis pas monsieur, quoi, les cool-down ou jog, oubliez ça, là, vous n'aurez pas le goût, mais tu sais, marchez à votre voiture, marchez, tu sais, prenez un effort conscient, même si les jambes font mal, même si les orteils font mal, tu sais, juste de faire circuler du sang, là, ça va être très bénéfique, là, tu sais, donc, utiliser une opportunité de marcher, ça, c'est ce que je vous recommanderais. Tu sais, les gars ont bien discuté du repos, là, peut-être prévoyez d'avance, là, pourquoi pas se réserver un massage ou quelque chose là, dans les jours qui suivent, là. C'est une façon de se faire plaisir aussi, puis de peut-être accélérer la récupération. Moi, j'aime beaucoup le vélo, là, personnellement, là, stationnaire, spinning, sans forcer, là, juste aller 30, 45 minutes, 1 heure, peu importe. Là, on n'accumule pas. C'est pas une question de fatigue dans ce point. Il n'y a pas de bénéfice on ne prenait pas des cyclistes avec ça, mais au moins faire circuler le sang, puis probablement que vous allez avoir le goût de courir plus rapidement. Donc à la marge, selon ce que vous avez prévu, là, ça va accélérer. Donc, c'est à peu près ça. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous dites la nutrition, moi, j'ai dans mon cas à moi, mais je ne sais même pas si c'est bon. Là, on dirait que la seule chose au début, là, c'est que j'essaie de prendre un peu de sucre. On dirait que même si on a pris du Gatorade, mais en très petite quantité. Là, donc souvent, moi, je ne suis pas capable de rien manger. Je n'ai pas le goût de rien manger, mais je vais me prendre une boisson salée, sucrée, puis en une quantité relativement grande. Là, donc, mettons entre 500 millilitres et 1 litre. Puis je laisse le temps à mon corps d'assimiler ça. Puis souvent, après ça, ça revient 1 heure et demie, 2 heures après. 2 heures après, je pourrais manger. Là, donc, mais c'est purement... vous allez écouter votre corps au bout du compte. Je pense que le corps sait qu'est-ce qu'il a de besoin. Là. Absolument. Moi, c'est impossible dans les au moins 3-4 heures qui suivent la fin d'un marathon que j'ai envie de manger du pain, des céréales, des beignes, des tartes, des gâteaux, La seule perspective de continuer à boire du Gatorade ou de reprendre encore des affaires qui goûtent le sirop d'érable, ça me répugne complètement. J'ai besoin de fruits et de légumes. J'ai envie de manger des concombres, des carottes, du melon d'eau. J'ai comme besoin de me réhydrater sous forme de trucs qui ne goûtent pas juste sucré. Melon d'eau, souvent, c'est phase 2, phase 3. Là. Puis, d'habitude, je réalise que c'est le lendemain de mon marathon que toutes les calories que je n'avais pas reprises, là, j'ai besoin de les prendre. Là, moi, mes lundis de lendemain de marathon, je passe la journée les jambes allongées, puis juste comme les seules fois que je marche dans ma journée, c'est pour monter dans la cuisine, me faire à manger. On dirait que je mange 9 repas dans cette journée-là. Mais oui, permettez-vous d'être intuitif. Faites pas exprès de ne pas remanger. Si votre corps vous demande de manger quelque chose, écoutez-le. S'il y a des gens dans votre entourage, eux autres, ils ont juste envie de prendre 2, puis 3, puis 4, puis 5 bières, eh bien, c'est leur décision. C'est peut-être pas la bonne méthode pour vous. Si votre corps, il vous crie d'aller acheter des pretzels au dépanneur, ben faites-le. C'est peut-être une bonne idée. Assurez-vous juste de ne pas vous dire « Hey, c'est cool parce que pendant mon marathon, j'ai dépensé X kilocalories de plus que ce que j'ai mangé durant la journée. » Fait que, tu sais, comme ça va être une bonne manière de perdre du poids. Oubliez ça. Votre corps, il va passer les jours suivants à vous demander les calories que vous aviez dépensées en surplus. Si vous ne les lui donnez pas, c'est juste votre niveau fonctionnel de base qui va plonger. Donc, avant un marathon, ayez un plan. Après votre marathon, laissez votre corps dicter ce que vous mangez, ce que vous buvez. C'est le système le mieux placé pour savoir quels sont vos besoins véritables. Je suis d'accord avec Guillaume aussi sur courir un jour sur 2. La science le montre aussi. À la suite d'un marathon, on a pris 3 groupes. Un auquel on a fait absolument rien faire durant 2 semaines. L'autre auquel on a fait faire 20 minutes d'elliptique à tous les 2 jours. Puis l'autre auquel on a fait faire 20 minutes de jog à tous les 2 jours. Et le groupe, parmi ces 3-là, qui a perdu le moins de force dans sa capacité à sauter en hauteur, à avoir un counter-movement jump et tout, c'est celui qui a jogué 20 minutes à tous les 2 jours. Jogger, c'est mieux que l'elliptique, qui est mieux que de rien faire du tout. Donc, n'ayez pas peur si votre famille vous dit « T'es malade, t'as fait un marathon avant hier, pourquoi tu vas courir 20 minutes? »
Si vous en avez envie, sachez que c'est probablement la meilleure chose à faire pour votre corps, pour qu'il récupère tranquillement, puis que vous ne repartiez pas de trop bas quand vous allez recommencer à vous entraîner. Puis, le lendemain, directement le lendemain, par contre, honnêtement, on est vraiment ravagé. Là, j'en ai fait un avec des amis juste pour, même pas effort maximal. Là, puis, mécaniquement, on est vraiment très ravagé. Puis, souvent, on risque plus de peut-être se blesser parce qu'on ne sera pas capable d'avoir une mécanique de course habituelle. Donc, on va compenser. Donc, attendez au moins une journée, là, 2 journées. Là, de toute façon, vous n'allez pas avoir le goût. Là. C'est très intense le lendemain, mais ça s'atténue assez vite là, si on va bien. Donc, une courte nage, là, si vous avez un ami qui a une piscine, si dans l'hôtel où vous logez, il y a une piscine, même l'après-midi même, ça peut être une bonne idée de retourner dans l'eau, clapoter un peu, battre des jambes, pas faire monter le cœur, pas faire 25 longueurs full pin. Mais nager un peu le jour même, faire du vélo le lendemain aussi, je suis bien gros fan. Aller rouler 1 heure juste à faire mouliner les jambes, pas pousser ses pédales, pas aller grimper des côtes, pas faire de tempo, mais juste faire tourner les jambes. Puis en règle générale, effectivement, moi, le mardi à la suite de mon marathon, je jogue une quinzaine de minutes, je me sens super bien. Le lendemain, je serai capable de retourner. Le surlendemain, je serai capable de continuer à allonger mes sorties. Donc, faites confiance à votre corps pour la récupération. Demandez-lui en moins que plus, mais gardez vos bonnes habitudes. Ça fait des mois que vous bougez au quotidien. C'est une bonne idée de continuer à le faire, même dans les stades 2, 3, 4 semaines qui suivent une épreuve comme celle du marathon. Fait que les gars, je pense qu'on a fait un assez bon tour d'horizon. S'il vous reste des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous êtes dans un club, Guillaume qui anime ces clubs-là est là pour répondre à toutes vos questions sur les jours, les semaines qui vous attendent dans la fin de votre préparation et dans la récupération. Puis on est toujours là, le coaching du coureur, pour vous offrir des ressources, pour vous aider à vous orienter dans votre planification d'entraînement. Donc, bonne saison de marathon. Max, on se voit dimanche matin sur la ligne de départ. Je te souhaite un excellent marathon parce que je suis pas mal sûr que dimanche matin, ce ne sera pas le temps que je te souhaite bonne chance et bon succès. Merci. Guillaume, bon courage, bonne chance pour ton 15 kilos qui s'en vient. Merci, puis bon succès à vous, vous deux les gars, puis à tout le monde aussi. Là, vous avez travaillé fort pendant cette préparation-là. Amusez-vous, je pense que c'est ça la clé, gardez ça en tête. Puis vous allez finir ça avec être content du processus puis du cheminement. Je pense que c'est ça qui compte. C'est effectivement le bon mot de la fin à avoir. Félicitations, bravo d'être actif, d'avoir suivi un programme, d'avoir été assidu. Rappelez-vous que 99% de ce que vous avez fait au total, ça va avoir été vous préparer pour ça. Appréciez le processus. Même si le résultat n'est pas à la hauteur de vos espérances, rappelez-vous à quel point vous avez mis des efforts là-dedans, puis comment c'était agréable de vous entraîner au sein de nos clubs. Puis rappelez-vous que des marathons, il y en a partout, tout le temps, puis probablement pour les prochaines années, à moins qu'on se fasse encore frapper par un autre astéroïde. Donc, vous aurez l'occasion de vous reprendre, assurément, à condition que vous ayez du plaisir à le faire. Donc, merci Max, merci Guillaume pour cette discussion. Super agréable. Et bonne journée tout le monde. À bientôt.